Bonjour et bienvenue sur Discover Jules pour ce dernier épisode sur l'histoire de la région de Morat. Dans cette vidéo, je vais vous parler dans un premier temps de la Première Guerre mondiale et dans un second temps de la Deuxième. Je vais aussi vous parler des potentielles tensions qu'il pouvait y avoir entre Suisse romand et Suisse allemand, car comme vous le savez, la région se trouve à la frontière de ces deux langues. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire de la Première Guerre mondiale, mais il faut quand même savoir l'essentiel. Alors tout commence par la mort de François Ferdinand, l'héritier au trône d'Autriche-Hongrie, par des nationalistes serbes en 1914. Cette étincelle qui a mis le feu à la poudre a fait que l'Autriche-Hongrie a déclaré la guerre à la Serbie. Comme l'Allemagne est alliée aux Austro-Hongrois, elle déclare donc aussi la guerre. Et comme la France est alliée à la Serbie, elle entre dans le conflit. À ce moment, c'était pour la première fois que la Suisse était entourée de pays en guerre. D'un côté, l'Allemagne et l'Autriche, et de l'autre, la France, avec un peu plus tard, en 1915, l'Italie. On constate que les frontières franco-allemandes et celles de l'Italie et Autriche-Hongrie touchaient la Suisse. Celle qui va nous intéresser pour cette vidéo, c'est la franco-allemande. Dès le début de la guerre, les belligérants étaient immobilisés depuis la mer du Nord à la Suisse. Ils ne pouvaient donc plus avancer. Craignant qu'un des deux pays ne passe par la Suisse, celle-ci a mis en place des fortifications, les numéros 9 et 10. Étant donné que de passer par le Jura n'était pas du tout pratique, ils étaient donc obligés de passer par le plateau suisse, donc dans la région. Les fortifications de Morat, le 10, permettaient d'empêcher les Français de traverser le pays pour aller en Allemagne. Actuellement, je me trouve au réduit du Mont-Vuilly et comme vous pouvez le voir, il y a d'autres points militaires, le 3 et 5, dans la région. Mais celui-là est particulièrement intéressant. Cette fortification a été bâtie dans un lieu très stratégique et aussi près du mur des Celtes. Alors ce n'est pas du tout une coïncidence, car sa hauteur et son passage restreint avec les lacs de Morat et Neuchâtel permettaient d'avoir une vue d'ensemble et un avantage sur l'ennemi. On peut constater que des tranchées typiques de la Première Guerre mondiale ont été creusées avec devant elles des obstacles pour ralentir l'envahisseur et profiter de l'avoir à ce moment-là, tout ça s'il arrivait à monter la colline bien sûr. Les grottes de la Lamberta, qui se situent un peu plus bas, sont aujourd'hui plutôt connues pour le tourisme mais servaient à l'époque à bloquer le passage côté lac. Ces fortifications qui, heureusement, n'ont pas dû être utilisées sont encore visibles de nos jours et voici une carte qui indique où on peut les retrouver. Ce que je vous conseille d'ailleurs, c'est que si un jour vous passez par là, c'est de faire le sentier historique qui vous montre tous les lieux à découvrir. La Deuxième Guerre mondiale n'est pas moins intéressante que la première. À nouveau, il y avait ce problème de deux ennemis qui se battaient aux frontières de la Suisse. D'un côté, l'Allemagne nazie alliée avec l'Italie fasciste et de l'autre, la France. Sous la menace de l'Allemagne, les Français ont construit la ligne Maginot vers les années 30, qui était en fait une fortification contre les tanks qui reliait la mer Méditerranée et la mer du Nord. Du côté de la Belgique et du Luxembourg, on craignait moins l'arrivée des Allemands, c'est pourquoi les fortifications étaient moins conséquentes à cet endroit. Et comme vous le savez, un peu après que la guerre ait éclaté, les Allemands n'ont pas respecté la neutralité de la Belgique et les ont piétinés. En Suisse, dès la montée au pouvoir d'Hitler, les gens ont senti quelque chose de louche en lui et se sont préparés au pire. Enfin, ils ont essayé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après la Première Guerre mondiale, on a dit qu'il ne devait plus jamais y avoir une telle horreur. Les fortifications de Suisse de 1914 ont été abandonnées et ne servaient plus à rien pour cette nouvelle guerre. Il fallait aussi changer de stratégie parce que l'armement s'était beaucoup développé. Les bombardiers et surtout les tanks étaient les moyens principaux pour l'attaque qui, elle, s'effectuait avec moins d'effectifs qu'avant. Ce qu'on a à nouveau fait, c'est de voir comment résister à une éventuelle invasion par la Suisse de la part des Allemands cette fois, avec leurs nouveaux moyens militaires. À ce moment, on cherchait moins la hauteur, mais bien le passage le plus étroit pour se défendre des tanks. Ce passage obligé dans la région a donc été un des points stratégiques choisis pour construire des fortifications. On les retrouve encore aujourd'hui, comme au Löwenberg ou ici à Valaman,
et ils sont souvent caractérisés par ces gros blocs de béton, plus communément appelés Toblerone. Et des fois, on peut aussi voir des fossés qui avaient en fait la même fonction. Mais seulement avoir des blocs ne servait à rien. C'est pourquoi on a construit des bunkers capables de résister à des bombardements au bout de chaque ligne droite de ces Toblerone, avec à l'intérieur des canons à l'étage supérieur et au sous-sol des dortoirs. Le résultat des courses, c'est comme lors de la Première Guerre mondiale, rien à signaler. Pour terminer, comme vous le savez, la région est bilingue, avec d'un côté les Suisses romands et de l'autre les Suisses allemands. Alors on a volontiers propagé l'idée que les Suisses allemands étaient pour les Allemands et que les Suisses romands étaient pour les Français. Mais ce n'est pas vrai, en tout cas pour la Deuxième Guerre mondiale. C'est seulement lors de la Première Guerre mondiale que les personnes qui parlaient la même langue sympathisaient entre elles. Cette rupture est appelée le fossé moral et était alors surtout perceptible dans la presse. Alors je me suis renseigné auprès des personnes dans la région, mais elles m'ont toutes dit que par ici, il n'y avait aucune forte tension. C'est déjà la fin de la vidéo qui clôt aussi ma série sur l'histoire de la région de Mora. En regardant mes vidéos, on constate que cette région était riche en histoire et a laissé encore de nos jours des traces au niveau de la physionomie, de la culture et de la langue. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. Et sur ce, je vous dis portez-vous bien et à bientôt.